L'Afghanistan est un exemple parfait. Nous y avons mené une guerre par procuration contre l'Union soviétique. Nous avons contribué à créer les Moudjahidines. Nous avons armé, formé et soutenu certains de ceux qui se battent aujourd'hui contre nous. Nous devons vivre avec le monde que nous avons contribué à créer. Saddam Hussein using Al-Qaeda to do his dirty work. You can't distinguish between Al-Qaeda and Saddam when you talk about the war on terror. What I have said is a fact. That there are Al-Qaeda in a number of locations in Iraq. Imagine a September 11 with weapons of mass destruction. And there are Al-Qaeda terrorists inside Iraq. There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations. There are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Excuse me, but is this an unknown unknown? I'm not. Several unknowns, and I'm just wondering if this is an unknown. I'm not going to say which it is. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Either you are with us, or you are with the terrorists. History tells us the United States actually created this enemy, Al-Qaeda. Well, since 9/11, we've spent over $1 trillion battling Al-Qaeda in Afghanistan, Pakistan, and in Yemen, not to mention the Iraq War, which was, if you'll remember, originally sold as a safe haven for Al-Qaeda. That, of course, turned out to be false. So if Al-Qaeda is our sworn enemy, why is the United States supporting Al-Qaeda fighters as part of the Syrian opposition, just as we did Al-Qaeda fighters in the Libyan uprising? Nous sommes en guerre contre une organisation qui, en cet instant, tuerait le plus grand nombre possible d'Américains si nous la laissions faire. Des dizaines de chefs d'Al-Qaïda hautement qualifiés, des fabricants de bombes et des agents ont été éliminés du champ de bataille. En bref, ces frappes ont sauvé des vies. La première frappe connue de drone de la CIA au Pakistan a eu lieu en 2004. Depuis, le rythme s'est accéléré. Les frappes sont déclenchées maintenant tous les 2 ou 3 jours. Un véritable programme d'homicide à l'échelle industrielle. On parle aujourd'hui de milliers de personnes tuées par des tirs de drone au cours d'opérations secrètes menées par les États-Unis. Ces personnes n'ont pas été arrêtées ni jugées. Elles ont tout bonnement été assassinées. Depuis 1993, un professeur américain de relations internationales qui enseigne à Harvard, du nom de Samuel Huntington, défend la thèse suivante. Selon lui, nous serions passés d'un monde bipolaire, divisé par la fracture idéologique Est-Ouest, à un monde dans lequel les conflits auraient pour principal moteur l'affrontement des civilisations. La théorie de Huntington a toujours autant de succès, et même plus, depuis les attentats du 11 septembre 2001. What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup.
Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. La théorie du choc des civilisations de Huntington est schématique comme un western hollywoodien. C'est la clé de voûte finale de cette conférence. C'est qu'en réalité, vous savez que je vous ai parlé de Brzezinski qui explique donc l'encerclement de l'Union soviétique, de la Russie. L'autre théoricien, c'est Samuel Huntington, l'Américain, qui a dit que le monde devait s'orienter vers ce monde multipolaire dont on nous a bassinés, avec donc des grandes civilisations qui se partageraient la planète. C'est une vision criminelle, belliciste, raciste, religieuse, et qui est fondée, poussée par les Américains dans une espèce de volonté de taxinomie délirante pour diviser le monde en quelques grands blocs. Premier bloc, celui qui est de couleur framboise écrasée, c'est le monde judéo-chrétien. Oh, comme par hasard, ce monde judéo-chrétien correspond pile poil à l'OTAN. Ça tombe bien. C'est la justification théorique de la mainmise des États-Unis sur l'Europe occidentale. La couleur en couleur pistache, c'est le monde latino-américain. Pourquoi n'est-il pas judéo-chrétien? On se le demande, mais non, on ne se le demande pas. C'est tout simplement parce que ce sont des gens qui détestent les Yankees, et donc on les a confinés dans un ghetto. Ici, le long du Rio Grande, j'ai déjà dit, on tire à vue sur les immigrés clandestins. Et puis après ça, vous avez les très 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 méchants qui sont de couleur moutarde, ce sont les musulmans. Alors, dans la pensée américaine, eh bien, on va mettre dans ce monde moutarde, ça va depuis le Sénégal ou la Mauritanie, les pays du Sahel, les Arabes du Maghreb, les Arabes du Mashrek, les Badaouïas d'Arabie Saoudite, tout ça ce sont des Arabes, mais on met dans le même sac les Iraniens qui sont des Aryens, qui sont des Persans, qui ne sont pas des Arabes, on met le monde turcophone, les Turcs ce sont des autres ethnies, ce ne sont pas des Arabes, on y met les Pakistanais qui sont des Aryens, on y met les Bengalis du Bangladesh qui sont encore des différents, les Somalis, on y met le monde malais avec l'Indonésie et la Malaisie, et ça se termine par ces tribus papous de l'Irian Jaya. Donc on fait prévaloir une vision délirante, uniquement religieuse. D'ailleurs, comme si l'islam n'était qu'une seule et même religion, alors que vous avez l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam zaïdite, vous avez des quantités de sectes, et puis vous avez bien plus encore des schémas historiques, anthropologiques totalement différents. On sait très bien que l'islam de Malaisie ou d'Indonésie n'a rien à voir avec l'islam de l'Afghanistan ou avec celui de la bande du Sahel, parce que ce sont des peuples différents, des langues différentes. Par exemple, dans tout le sud-continent, il y a le pouvoir de la Shakti, le pouvoir de la femme nourricière, ce qui fait que nous avons le Bangladesh ou le Pakistan, qui sont parmi les principaux pays musulmans du monde, qui ont été parmi les premiers pays du monde à être dirigés par des femmes, comme d'ailleurs l'Inde et le Sri Lanka, qui l'un est hindou majoritairement et l'autre bouddhiste. Donc on a des schémas anthropologiques qui prévalent ça, mais les Américains s'en foutent, c'est pas le problème. Eh bien, il est de notoriété publique, et cela a été rapporté dans les médias, qu'Al-Qaïda s'étend en Iran, qu'il reçoit un entraînement et qu'il revient en Irak à partir d'Iran. On le sait bien, et c'est malheureux.
Pardon, les Iraniens forment des extrémistes, pas Al-Qaïda. Pas Al-Qaïda, je suis désolé. Alors en plus de ça, on a mis là, après ça c'est la civilisation africaine. Dans l'esprit de celui qui a conçu ça, c'est évidemment l'absence de civilisation. Donc on a mis dedans n'importe quoi. On a mis le sud ivoirien qui est catholique et francophone, avec le Nigeria qui est musulman, anglophone, avec Madagascar dont les plateaux sont peuplés de gens d'origine malaise, comme vous le savez, avec des pays relativement développés, voire très développés comme l'Afrique du Sud. On s'en fiche éperdument. Et puis alors on a mis l'Inde, la civilisation indienne, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors c'est le deuxième pays musulman de la planète, le plus peuplé après l'Indonésie. Je rappelle d'ailleurs au passage, comme vous le savez sans doute, mais c'est toujours bon à rappeler, que la majorité des musulmans ne sont pas arabes, hein, que c'est d'abord des pays, les pays les plus peuplés, c'est l'Indonésie, puis l'Inde, puis le Pakistan, puis le Bangladesh. Nous avons ici ensuite la civilisation dite confucéenne, c'est-à-dire chinoise et ses prolongements, la civilisation japonaise, que les Américains ont eu la gentillesse de considérer comme une civilisation à part, et puis les deuxièmes très très méchants qui sont couleur caca, eh bien après la couleur moutarde, là ce sont le monde orthodoxe. Ouh, ils sont très très méchants aussi, il faut vraiment les repousser au-delà. En tout cas, tout ceci pourrait prêter à plaisanterie si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'était pas la pseudo-justification théorique d'une volonté de faire un ensemble euro-atlantiste, guerrier, qui a vocation à vouloir diriger le monde et à imposer des guerres néocoloniales. Pour les Américains, le dossier prioritaire, c'est la défense et la sécurité. Avec 2 conflits sur les bras, en Irak et en Afghanistan, Barack Obama a besoin d'aide. Il demande des troupes supplémentaires aux Européens. Je crois que les Européens se sentent agressés par la Maison-Blanche, qui leur demande sans cesse « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous en Afghanistan? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous en Irak ?» Les Européens, naturellement, leur répondent « Vous n'arrêtez pas de nous demander de l'aide, mais nous voulons aussi participer aux décisions. » Vous savez, ce serait un peu comme un mari qui rentrerait chez lui du travail et qui dirait à sa femme « J'ai besoin que tu me laves mes vêtements et que tu me prépares à dîner. » Et la femme lui répondrait « Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt s'asseoir un peu et discuter? On est tombés amoureux l'un de l'autre parce qu'on aime passer du temps ensemble. Et là tu rentres et tu ne fais qu'exiger des choses de moi. » Je crois que c'est un peu ça le problème entre les Européens et les Américains. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés étaient appelés à voter pour ou contre la poursuite de l'opération Chamal, nom donné à l'intervention militaire française en Irak, débutée en septembre dernier. Pour 488 contre 1, l'Assemblée nationale a autorisé la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak. Centrafrique, Mali, Afghanistan ou encore Côte d'Ivoire, ces dernières années, les fronts à l'étranger, les fameuses opérations extérieures, se multiplient. En 7 ans, leur budget a plus que doublé. Un effort sans précédent, alors même que le pays s'impose depuis peu une cure d'austérité. Monsieur Sarkozy n'est pas un Européen convaincu comme nous tous qui défend les intérêts de la France. Il est avant tout un pro-américaniste. Il est un zélateur de Bush. Nous n'avons pas besoin à la tête de l'État de quelqu'un qui se fixe comme programme d'être le futur caniche du président des États-Unis.